Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler un petit peu du pacte d'associés. Alors avant toute chose, disclaimer, je ne suis pas avocat, je ne suis pas juriste, mais là l'idée c'est vraiment de vous sensibiliser autour de cette pratique-là qui est souvent sous-cotée. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, c'est quelque chose qu'on met en place dans toutes les sociétés. Et là, j'ai fait un petit tour global de la chose et j'ai trouvé sympa de vous partager cette vidéo. Donc, on va commencer tout de suite avec, donc, comme je vous ai dit, les secrets du pacte d'associés. Et avant toute chose, c'est quoi un pacte d'associés? Donc, j'ai fait plusieurs petits points. Donc, c'est un contrat entre chaque actionnaire / associé qui vise à déterminer tout un panel de règles. C'est un petit peu les règles du jeu. On a, en général, quand on constitue une société, on a les statuts d'un côté qui viennent donner un petit peu la forme de la maison, donc une société qu'on peut comparer ça à une maison, les fondations, et d'un autre côté, on a le pacte d'associés qui vient justement ajuster les règles du jeu. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça au sein de la famille. Voilà, c'est un petit peu ça, les statuts sont la maison et le pacte d'associés est vraiment les règles de la famille, le bon déroulé de ce foyer. Il a un caractère complètement secret. Il n'est pas publié publiquement. Donc ça, c'est important de le savoir. Les statuts, contrairement au pacte d'associés, sont publics. On peut les retrouver sur les sites spécialisés comme Papers ou comme société.com ou sur le site Infogreffe, tout simplement. Et là, un pacte d'associés est complètement secret. On ne peut pas le trouver sur Internet. Donc c'est pour ça que si on a des règles un petit peu particulières à mettre, c'est toujours intéressant de le mettre dans le pacte d'associés avec cette forme-là qui est complètement secret. C'est clairement l'élément le plus important, même avant les statuts. C'est vrai qu'en général, on a tendance à dire que les statuts sont très importants, ce qui est vrai, mais le pacte d'associés a vraiment un caractère encore plus important. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ajuster, comme je vous ai dit, les règles de vie, les règles de fonctionnement, les règles d'exit, les règles de revente, les règles d'exclusion. Voilà, c'est vraiment un document qui est très important. Et évidemment, c'est un outil extrêmement puissant. Forcément, pour celui qui maîtrise le pacte d'associés, c'est vraiment quelque chose d'ultra puissant. Ça peut être souvent très lourd, très compliqué, très long. Donc, forcément, si on le maîtrise, on a un avantage par rapport à tout le monde. Donc, pour les clauses, un petit peu. Donc, j'ai fait deux types de clauses. Des clauses assez on va dire, générales, que je vais vous expliquer, et des clauses un peu plus exotiques. Dans les règles de base, on a tendance à toujours mettre les rôles de chaque associé. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire, en général, par exemple, typiquement dans une agence de marketing digital, on peut avoir un média buyer et une personne qui s'occupe de la communication. Donc, ce n'est pas du tout le même rôle. Ça, c'est important de le notifier dans le pacte d'associés et dire Johnny va s'occuper de toute la partie communication, community management, en détaillant son rôle. Et d'un autre côté, on va avoir Axel qui va s'occuper de toute la partie media buying. Et là, justement, on va déterminer toutes les tâches qu'il a à faire dans la globalité en disant, voilà, il doit s'occuper des comptes pubs, il doit s'occuper du budget ads, etc., etc. Donc, c'est très important de notifier le rôle de chaque associé parce qu'on verra juste après qu'il y a une clause d'exclusion. Et justement, on peut faire référence à ça. Si la personne ne remplit plus son rôle, forcément, on peut activer la clause d'exclusion. La clause annulant d'anciens accords entre chaque partie. Donc ça, c'est une clause qui est très importante. C'est une clause qui annule tout accord verbal ou écrit qui a été mis justement entre d'autres associés ou d'anciens associés. Je m'explique. Si par exemple, on est deux associés, Axel et Johnny, nous sommes mis d'accord sur, je ne sais pas, comme quoi il n'y avait pas de droit de préemption dans notre société entre nous deux, mais qu'on s'est mis d'accord sur un coin de table, sur une nappe, etc. Et qu'on veut créer un pacte d'associés, et que là, par contre, on se met d'accord qu'il y a un droit de préemption écrit sur ce pacte d'associés, à ce moment-là, on notifie que chaque accord verbal ou écrit s'annule suite à la signature de ce pacte. Voilà. Bon, on parle beaucoup
pour pas dire grand-chose, mais c'est très important de le mettre quand même. C'est une clause qui peut paraître bête, qui est d'office dans un pacte d'associés, mais c'est quand même important de le notifier. Justement, le droit de préemption. Donc ça, c'est une clause qui est normalement d'office dans un pacte d'associés, encore une fois, mais c'est important de la comprendre. Donc, j'ai mis une petite définition à chaque fois. La clause de préemption accorde aux associés existants le droit de priorité pour acquérir les titres d'un associé qui souhaite les céder à un tiers. Bon, là, ce n'est pas plus compliqué que ça en soi. Je reprends mon exemple encore une fois de Axel et Johnny. Axel souhaite vendre, donc nous avons une société à 50-50. Axel souhaite vendre ses 50% à un investisseur pour la somme de 1 million d'euros. J'active mon droit de préemption, c'est-à-dire que je dis à Axel, hop, avant de vendre à un investisseur, je suis prioritaire pour racheter tes titres. Mais par contre, aux mêmes conditions que l'investisseur qui va arriver. Donc, je suis en droit de dire non, tu ne vends pas à cet investisseur-là. Moi, je veux mettre 1 million pour acheter tes parts. Du coup, j'acquéris 100% de notre société. On peut se mettre d'accord sur un calcul au préalable, c'est-à-dire un calcul de valorisation X, donc une valorisation antérieure, pour justement que je bénéficie d'une valorisation plus avantageuse. Mais dans l'idée, le droit de préemption, c'est ça. C'est vraiment la priorité à la revente des actions d'un associé. La clause de pari passu. Alors, la clause de pari passu assure l'égalité de traitement entre les associés en cas de cession de titres, garantissant que tous les associés ont la possibilité de participer proportionnellement à toute offre de cession. Alors, la clause de pari passu, tout simplement, c'est qu'on met les actionnaires et les associés sur le même pied d'égalité. C'est-à-dire que tout le monde va être traité de la même manière. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de priorité sur les dividendes, il n'y a pas de priorité de rachat sur quelconque titre. Tout le monde aura le droit à participer à la prochaine augmentation de capital. On remet à égalité tous les actionnaires. Également, si un actionnaire qui a eu des avantages sur un précédent accord et que cet associé part, avec la clause de pari passu, on remet tout le monde au même pied d'égalité. Donc ça, c'est une clause assez importante aussi. La clause de non-dilution. Alors, la clause de non-dilution vise à protéger la part de propriété d'un associé en prévenant la dilution de sa participation lors de l'émission de nouveaux titres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on fait une augmentation de capital, je m'explique, quand on lève des fonds, en général, on va émettre d'autres actions. Donc, on vient faire une augmentation de capital, on augmente la valeur des titres. Donc, ce qui fait que quelqu'un qui a 10% sur une valorisation à 100 000 et qu'on vient mettre une valorisation à 1 million, bah forcément, ces 10% vont être dilués. En fait, il va plus se retrouver à 10%, mais peut-être à 8%. Je n'ai pas fait le calcul, mais c'est pour vous donner un ordre d'exemple. Avec cette clause-là, ça lui permet de pouvoir, déjà dans un premier temps, participer à cette augmentation de capital et potentiellement, s'il y a eu un accord en amont, participer sur une valorisation antérieure, donc sur une valorisation ancienne, qui va lui permettre de pouvoir racheter encore pour arriver à 10% sur l'ancienne valorisation sur laquelle il est rentré. Ce qui lui permet toujours, au fur et à mesure des augmentations de capital, d'avoir toujours ces 10% au fur et à mesure. Nous arrivons sur la clause de sortie conjointe. Donc cette clause stipule que les associés doivent convenir de manière concertée des conditions et modalités de leur départ de l'entreprise. C'est-à-dire, clause de sortie conjointe, encore une fois, si Axel vend 20% de la société, enfin c'est plus pour un actionnaire majoritaire, donc on va prendre le problème à l'envers. Si Axel décide de vendre 60% de la société, vous verrez, après j'ai fait une clause où il y a les deux, majoritaire et minoritaire. Prenons l'exemple qu'Axel est majoritaire, il veut vendre 60% de la société. Moi, j'active ma clause de sortie conjointe, il est obligé de vendre mes 40% restants sur les mêmes conditions que lui a trouvé l'accord de ses 60%. Je m'explique encore une fois, si Axel trouve un investisseur pour lui racheter ses 60% sur une valorisation de 1 million. Moi, j'active ma clause de sortie conjointe, il faut que l'investisseur d'en face rachète obligatoirement mes 40% sur les mêmes conditions. Donc ça, c'est très important pour pas que je me retrouve biaisé avec Axel qui vend la majorité à quelqu'un d'extérieur et moi qui me retrouve, entre guillemets, biaisé et qui n'ai pas pu vendre mes 40% restants. Ça, on appelle ça la clause de sortie conjointe.
La clause d'exclusion. Donc là, attention, l'actionnaire n'est plus associé, mais il est toujours actionnaire. Il est nécessaire d'ajouter une clause de sortie. Il est nécessaire d'ajouter à une clause de sortie une promesse de vente incluant le calcul correspondant. Toujours avoir dans un pacte d'associés, je fais le point sur cette slide, mais c'est la même chose pour toutes les slides et toutes les clauses, qu'en fait, quand il y a une sanction, quand il y a une clause d'exclusion, quand il y a un droit de préemption, quand il y a tout ça, il faut toujours qu'il y ait un calcul associé. Je m'explique encore une fois. Clause d'exclusion. Encore une fois, je prends le principe avec Axel et Johnny. Ils se sont mis d'accord que dans un principe de levée de fonds, Axel doit, doit absolument répondre aux mails dans les 48 heures parce qu'on a besoin d'avoir de réactivité. Et là, ça fait 3 fois que Axel met une semaine à répondre aux mails. Ça fait 3 fois. Si on a notifié ça clairement dans une clause d'exclusion, je suis en capacité d'exclure Axel de la société. Mais attention, il n'est plus associé, mais il est toujours actionnaire. C'est-à-dire que ses actions lui appartiennent toujours. À ce moment-là, justement, c'est ce que je dis, je lui mets une promesse de vente, incluant un calcul correspondant. C'est-à-dire que voilà, si Axel ne répond pas dans les 48 heures au mail, il est exclu et je suis prioritaire pour racheter ses actions. Axel est dans l'obligation d'accepter ma proposition de rachat selon le calcul de vente qu'on a mentionné dans ce pacte d'associés. Ça, c'est très important de le notifier. Toujours avoir une sanction par rapport à ça. Parce que si on met juste cette clause-là, Axel sera toujours associé, ne sera plus associé, mais toujours actionnaire. Et ça peut être problématique. La prochaine clause, c'est la clause d'exclusivité et de non-concurrence. Bon, voilà, ça parle de son nom, je lis quand même le petit texte, mais cette clause-là, dans un pacte d'associés, interdit à un associé de s'engager dans des activités concurrentes et de conclure des transactions similaires avec des tiers sans le consentement des autres associés. Encore une fois, je prends le même exemple. Johnny et Axel montent une société dans le jeu vidéo. Eh ben, on a une clause d'exclusivité de non-concurrence que moi, je ne peux pas investir dans une entreprise qui fait la même chose dans le jeu vidéo ou je peux dire à Axel, il est exclusif à cette société. Il n'a pas le droit d'avoir une activité extérieure. Alors ça, attention, quand on est en start-up, quand vous êtes fondateur d'une start-up, ça peut être problématique d'avoir une clause d'exclusivité et d'avoir une clause qui stipule que vous n'avez pas le droit d'avoir d'autres activités. Parce que si demain, vous voulez avoir quand même un complément de revenu dans une phase où c'est un peu compliqué pour votre société, bah, les investisseurs peuvent dire, voilà, nous, on veut que tu travailles uniquement pour cette société. Bon, voilà, ça se négocie, mais voilà, il faut quand même en avoir conscience que ça peut être bloquant à un certain moment. La clause de non-concurrence, bon, ça, c'est une évidence qu'un investisseur n'a pas le droit d'investir dans une société concurrente. Normalement, il ne va pas le faire parce que c'est contre-productif et que le fondateur n'a pas le droit de créer un projet annexe sans cet investisseur-là dans une activité concurrente. Ça fait sens parce que si demain, moi j'ai investi 50 000 euros, toujours pareil, dans une société dans le jeu vidéo, dans le gaming, et que le fondateur dit bah, « Ok, cet investisseur-là, j'en veux plus, je vais monter un projet avec une activité similaire, bah, moi je me retrouve biaisé par rapport à mon investissement. » Donc encore une fois, très important. Donc là, ma petite slide, un peu d'exotisme. Donc là, c'est des clauses voilà, qui sont un peu rares, mais c'est toujours bien. Et là, je n'ai pas pu tout mettre, évidemment, sinon je vous aurais fait une vidéo de 3 heures et ce n'est pas le but. Mais c'est des clauses un peu où vous allez dire, putain, c'est un peu atypique, mais c'est des clauses qu'on peut être amené à voir. La clause du Mexicain. Alors ça, la clause du Mexicain stipule en cas de désaccord entre les associés, une option de sortie est offerte à l'associé mécontent, lui permettant de vendre ses parts à un tiers désigné à un prix fixé d'un commun accord. Alors, je m'explique, ça va être très simple, vous allez voir. En gros, Axel et moi, on n'est plus d'accord. Moi, je dis, ok, je m'embrouille avec Axel, je veux partir. J'écris sur un papier, je dis, bah ok, je suis prêt à lui vendre 100 000 euros. 2 options s'offrent à Axel, soit il m'achète mes actions à 100 000 euros, soit il me les vend à 100 000 euros. Il me vend ses actions à 100 000. Donc, il y en a forcément un des deux qui part à une option. Donc, c'est risqué parce que moi, je dis, OK, je veux qu'il me les rachète 100 000. Si lui dit non, je suis dans l'obligation de racheter ses actions à 100 000 euros. Donc là, c'est un peu le jeu de, OK, combien est prêt à racheter mes actions Axel? C'est-à-dire que si je me dis, OK, moi, j'ai envie de sortir quand même avec 1 million, mais je ne sais pas s'il va vouloir me les acheter. Si je mets 1 million et qu'il lui me dit bah non, je veux te racheter 1 million, bah là je suis gagnant. S'il me dit non, je ne veux pas te les racheter, il faut que je le rachète 1 million.
Voilà, c'est en général une clause un peu une bombe, c'est-à-dire que cette clause-là, on la met, on sait que si on l'active, on se met dans la merde tous les deux. Voilà, donc c'est une clause assez rare, mais je trouve cette clause un peu drôle et assez atypique. Prochaine clause, c'est tag long et drake long. Alors là, ça correspond un petit peu aux droits de préemption, droits de sortie conjointe, etc. Le texte parle de lui-même. Le tag long permet à un associé minoritaire de se joindre à la vente des titres d'un associé majoritaire, sur les mêmes conditions, encore une fois, que l'autre associé. Tandis que le drake long, forcément c'est l'inverse. Enfin, c'est l'inverse. Différemment, oblige un associé minoritaire à vendre ses parts si la majorité décide de vendre ses propres parts. Bon, là, deux cas de figure. En gros, l'associé minoritaire, donc Axel est à 40%, moi je suis à 60%. Je décide de vendre mes titres, donc mes 60%, je décide de les vendre. Axel peut se joindre à moi et moi je suis obligé de vendre la totalité sur les mêmes conditions. Tandis que l'autre, en face, drake long, j'oblige, demain Axel est minoritaire, je l'oblige à vendre pour que je puisse avoir la possibilité de vendre la société globale. Parce que l'investisseur en face a envie de tout racheter. S'il faut Axel me dit avec ses 40%, non, moi je ne veux pas vendre mes parts, j'active cette clause-là, il n'a pas le choix que de vendre ses parts. Voilà, c'est une clause aussi intéressante, donc ça regroupe les autres clauses que j'ai dit avant, mais c'est un terme différent, donc c'est important de le notifier. Clause de clawback. Alors là, cette clause-là, assez atypique aussi, cette clause peut être utilisée pour ajuster la répartition des bénéfices ou des pertes entre les associés dans certaines circonstances définies, souvent liées à des événements spécifiques. Je peux avoir une priorité aux dividendes avec cette clause-là. Je peux me retirer de certaines pertes. Je peux me mettre dans certaines difficultés également. Si demain, je veux vraiment être à fond dans le projet et dire non, moi, j'active cette clause-là ou soit j'ai un avantage, soit j'ai un inconvénient. Tout le monde a le même inconvénient. Je me lie à cet inconvénient-là. Donc voilà, c'est souvent à des événements spécifiques. Ça peut être lié à plein de choses, une suractivité ou une baisse d'activité. En général, on met cette clause-là. Clause de répartition spécifique des pouvoirs. Là, encore une fois, ça parle de lui-même. Certains pactes d'associés peuvent inclure des dispositions précises sur la répartition des pouvoirs de gouvernance au sein de l'entreprise, définissant des rôles et des responsabilités spécifiques. Par exemple, je peux dire à Axel, sur cette action-là, tu es majoritaire dans la prise de décision, alors que je suis majoritaire. Mais vu que c'est le spécialiste, je ne sais pas, encore une fois, dans la mise en application du budget publicitaire, c'est lui qui gère cet aspect-là. Il est le seul décisionnaire et c'est lui qui a le dernier pouvoir qui va dire non, fais comme ça. Et là, justement, il peut avoir une clause là par rapport à son rôle où on va dire Axel a le plein pouvoir sur la répartition du budget publicitaire. Les pièges à éviter. Donc là, j'ai fait quelques slides pour éviter des pièges dans les pactes parce que, en général, c'est très important de le savoir. Les clauses floues. Encore une fois, ça correspond à ma slide d'avant où j'ai dit toujours affecter un calcul par rapport à une décision qui est prise. Une clause qui est floue, un droit de préemption sans calcul, une droit de sortie conjointe sans calcul, ça reste une clause floue et du coup, il peut avoir des ambiguïtés et du coup, ce qui fait que, en général, en cas de conflit, on va dire mais là, c'était pas assez précis et on ne peut pas prendre une décision, donc on fait 50% de tort et d'avantage dans les deux côtés, ce qui revient à ne pas avoir de pacte d'associés. Donc là, vraiment, il faut être le plus clair, précis pour chaque clause. Toujours mettre une sanction. Dès qu'on a une clause où, justement, on va dire une clause d'exclusion, on va toujours mettre une sanction. Axel n'a pas respecté cette condition-là. Qu'est-ce qui se passe sous tel calcul? Voilà, c'est cette formule-là. Un tel n'a pas respecté, on l'exclut et on rachète ses actions sous telle valeur. Ça, c'est une sanction et c'est toujours, ça correspond avec ma slide juste avant, des clauses floues. Ça, il faut être le plus clair, précis et on met une sanction. Prendre un template. Alors ça, c'est ce que tout le monde fait, autant avec les statuts que le pacte d'associés. On prend toujours un template et ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Un pacte d'associés, en général, nous, comme on travaille avec mon avocat, parce que j'ai toujours un avocat qui rédige mes pactes d'associés, mais on prend toujours la même trame. Donc, on a les clauses qu'on veut d'office et derrière, on vient travailler sur des clauses atypiques selon le projet, selon l'investissement, selon le montant qu'on investit,
selon la sortie qu'on veut programmer, selon le rôle de chacun, selon les pouvoirs de chacun, et bien là, je viens noter tout ce que j'ai besoin et on vient ajuster chaque clause, chaque sanction par rapport aux besoins spécifiques. Donc ne jamais prendre un template, de dire ok, bah, c'est bon, on a tout, on met le nom de chacun, on signe, et là, c'est une grosse erreur. Les actions de préférence. Alors ça, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, mais c'est vraiment un truc à prendre en compte si vous levez des fonds, si vous êtes une start-up, justement que vous allez chercher du financement, vous allez souvent avoir des investisseurs qui vont vouloir vous faire passer des actions de préférence. Ça regroupe énormément de clauses que j'ai dit avant. Donc en fait, c'est des actions qui vont donner une préférence aux dividendes, qui vont leur donner une préférence sur l'exit potentiel, qui vont leur donner un pourcentage de plus sur quelconque action. Donc ça, c'est très important de bien les comprendre et bien les détailler. C'est souvent en anglais, il faut les traduire parce que vous avez vu qu'il y a des clauses qui peuvent être en anglais, d'autres en français, mais qui veulent dire la même chose. Donc il faut souvent faire traduire, prendre un avocat qui est bilingue là-dedans et bien traduire les actions de préférence. Ça, c'est très important. Donc la conclusion, j'en finis justement avec une conclusion. Pour faire simple, le pacte d'associés de une est très important. Il ne faut surtout pas le négliger. De deux, se faire accompagner par un avocat pour rédiger son pacte d'associés. De trois, il faut lire. Donc là, vous pouvez, peut-être en dessous de la vidéo, je vous laisserai un template. Ça pourra vous aider. Alors, ne prenez pas le template comme je vous ai dit dans la slide avant et vous remplacez 2-3 trucs et vous le faites signer. Non, c'est juste pour vous familiariser avec les termes. Vous verrez qu'il y a énormément de clauses que je dis avant qui sont dans ce pacte d'associés-là. Donc, se faire accompagner, bien mettre des sanctions, bien lire la trame que je vous ai mis, se mettre d'accord avec l'associé d'en face et vraiment faire projeter la vision, de dire ok, si demain tout va mal, toi, comment tu as la vision de la boîte à 1 an, 2 ans, 3 ans? Est-ce que tu veux vendre ta boîte? À quel montant? Sous quelles conditions? Est-ce que tu veux faire une levée de fonds? Quel rôle tu vas avoir? Est-ce que les rôles peuvent évoluer? Voilà, c'est plein de choses comme ça, je vous donne dans le flow, mais c'est très important de se mettre d'accord en amont pour justement donner à l'avocat, dire voilà, on va travailler sur cette trame-là et voici toutes les clauses qu'on veut selon ces conditions-là. Regarde, on s'est mis d'accord avec un tel et voilà, on a listé tout ce qu'on veut faire apparaître dans le pacte d'associés. Et avec ça, vous pourrez avoir le pacte le plus clair, précis et le plus carré possible. Et en cas de problème, vous prenez ce pacte-là, tout le monde le lit et tout le monde se dit « Ah punaise, c'est vrai qu'on avait dit ça » et là, il n'y a pas de sujet possible. Voilà les amis, j'ai essayé d'être le plus clair possible. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou aller voir sur nos réseaux, vous nous envoyez un message privé, prendre un appel avec moi. Encore une fois, je fais une petite outro aussi également pour dire que si vous êtes une startup et que vous souhaitez lever des fonds, et que vous êtes dans ce processus-là et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On aide les startups à lever des fonds sans aucun problème et on investit également dans des startups. Donc voilà, surtout, n'hésitez pas, laissez un commentaire, abonnez-vous comme d'habitude et puis laissez un petit commentaire si vous voulez voir d'autres vidéos sur ce sujet-là. Merci beaucoup les amis et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.